on accompagnait beaucoup les enfants et finalement très peu les parents. J'avais vraiment envie d'accompagner les parents. On est face à des situations qui sont compliquées, des parents qui découvrent le handicap de leur enfant, des parents qui découvrent que leur quotidien est changé, qui n'ont pas la parentalité qu'ils pensaient avoir finalement et qui se posent mille questions par rapport à comment faire, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que mon enfant s'épanouit avec son handicap, est-ce qu'il s'épanouit pas. Et finalement, ces parents, ils ont peu de soutien et ils en ont besoin. Moi, j'ai décidé, en faisant cette formation d'accompagnante en parentalité, d'être un soutien pour ses parents. Ça n'a aucun sens. Fais-toi plaisir. On n'est pas dans la vie là pour Ouais, souffrir. C'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est là pour souffrir. Ça peut ouais, être une chance d'être handicapé visuel. On a une autre façon de voir le monde. tout à On a fait. une autre façon de voir les choses et on les voit à notre manière. Ok, vous n'êtes peut-être pas la personne que vous pensiez être, que vous souhaiteriez être, mais il y a aucun, aucune raison pour que tu sois pas cette personne que tu souhaites être. Bah, moi, je suis quelqu'un de résilient qui a pu faire de mon handicap une force parce que c'est le cas. Moi, je considère que si j'étais pas handicapée, je serais pas la même personne. Il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé, il faut essayer pour ne pas regretter. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue sur Dévélancez-vous dans la série Partage Positif, une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de Dévélancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur Dévélancez-vous ou une vidéo sur Dévélancez-vous, alors je vous invite à m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dvlancezvous.com et je serai ravi de vous accueillir sur la chaîne. Pour les médecins spécialistes du handicap, il faut considérer que l'annonce est le premier acte thérapeutique pour les parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est handicapés. Il faut donc que les parents consacrent du temps, se rendre disponibles, patients et surtout très compréhensifs. En effet, la façon dont cette annonce est faite, elle marquera durablement la vie des parents et parfois la vie du concerné par la suite. Pour les parents, le moment où on annonce le handicap ou la maladie de son enfant reste toujours empreint d'une énorme douleur émotionnelle. Il faut donc réaliser que tout ce qu'on avait espéré, imaginé pour son enfant est bouleversé en un instant. C'est donc la maladie bénigne qui prend le terme de handicap et c'est donc la catastrophe et la descente aux enfers pour certains parents. C'est à cette montagne qu'une jeune Toulousaine nommée Agathe, non-voyante, de 25 ans, a décidé de s'attaquer. Elle est monitrice éducatrice et brise les codes en étant coach en parentalité. Elle accompagne les parents qui sont en perte de vitesse, on va dire, et surtout en douleur face à la situation du handicap de leur enfant. Les parents ont besoin d'être accompagnés. Agathe, pour moi, mérite autant d'admiration parce qu'elle s'attaque à une problématique délicate, l'accompagnement des parents d'enfants handicapés. Pour ce nouvel épisode de Partage Positif, je suis donc ravi d'accueillir cette jeune déterminée, dynamique et pétillante. Salut Agathe et merci d'avoir accepté de répondre à Dévélancez-vous dans l'émission de Partage Positif. Déjà, comment tu vas? Bah écoute, bonjour Yves, merci à toi, je vais très bien. Et toi, tu vas bien? Ça va, merci, ça va bien. Et alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bah écoute, je m'appelle Agathe, j'ai 25 ans et j'habite à Toulouse, dans un petit appartement vers les Argoulets. Pour ceux qui connaissent Toulouse, voilà. Et je suis aveugle de naissance. C'est une maladie génétique qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber, donc qui est quand même assez connue dans le monde de la déficience visuelle. Moi, dans ma pathologie, donc je ne vois rien, donc aucune forme, aucune couleur. Par contre, je suis ce qu'on appelle photophobe. J'ai des perceptions lumineuses, mais qui sont juste désagréables. Dans les perceptions lumineuses te gênent un petit peu, quoi. Oui, ouais, complètement. En été, j'ai tout le temps des lunettes, à Ouais, la neige, c'est pas possible, enfin voilà. ouais, parce que tu as la réverbération. Tu fais quoi dans la vie? Je
suis monitrice éducatrice. Ce métier m'a permis du coup de faire une formation en plus pour être accompagnante en parentalité. Et mon but, c'est d'accompagner les parents d'enfants en situation de handicap à retrouver un quotidien apaisé et dans le respect de chacun. Monitrice éducatrice, une Ouais. non-voyante. Waouh, j'ai jamais entendu ça. Non, moi Mais non c'est plus. c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui te rend original en fait. Voilà, Mais exactement. je te découvre grâce à une vidéo. Enfin, Mm. tu m'as envoyé un mail certes, mais je suis quand même allé faire des recherches un peu. Une vidéo qui m'a époustouflé. Tu as d'abord été dans la musique. C'était ça ton rêve. Et Ouais. après, tu as basculé. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis toute petite, même depuis mes 6 mois, mes parents, dès qu'ils ont su que j'étais aveugle, donc ils l'ont su quand j'avais 3 mois, et ils se sont dit tiens, on va lui faire de la musique. Ça, c'est un peu le cliché, tu sais, l'aveugle musicien. Voilà, vraiment ils Oui, sont oui. rentrés là-dedans. Donc mon père s'est mis au piano, ma mère au chant. Et en fait, ils m'ont fait prendre des cours d'éveil musical dès l'âge de 6 mois. Donc à 6 mois, j'avais des petits cours de musique, on faisait pas grand-chose, voilà. Quand j'étais déjà au collège, j'ai eu mes premiers cours de musique, vous savez, les cours de musique avec les profs là, de musique au collège. Oui, oui. Et là, j'ai dit à partir de ce moment-là, je devais avoir 11 ans, et j'ai dit, bah écoute, moi maman, je vais être prof de musique. Et c'était le rêve poursuivi. Donc c'est-à-dire que j'ai quasiment abandonné les maths parce que je savais que ça ne servirait pas beaucoup, et je me suis consacrée à la musique. J'ai fait un lycée à Toulouse qui était option musique, donc avec la spécialité musique, la musique facultative, la chorale, l'orchestre, tout ce que tu veux. Je suis après rentrée en licence de musicologie classique, donc j'ai passé les concours, je suis rentrée, et là en fait ça a été une véritable catastrophe. Oui. Je me suis retrouvée dans un endroit pas du tout adapté aux déficients visuels ni adaptable, et c'est-à-dire que autant au niveau des professeurs, il y en avait qui se débrouillaient pour m'aider, mais d'autres pas du tout. Certains même qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas avec d'autres handicapés? Enfin, ça a été un enfer. Et même au niveau de la fac, tout ce qui était pour les personnes en situation de handicap, mais c'était une véritable catastrophe. Moi, on m'a dit oui, non, mais sous prétexte que tu es bonne élève, tu crois que tu peux tout faire parce que tu es bonne élève handicapée, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, ça a été un enfer. Et finalement, j'ai fini ma dernière année de licence de musicologie. Donc, une licence, c'est 3 ans. Et la troisième année, j'avais décidé de la faire en 2 ans parce que ça me faisait beaucoup trop. On avait beaucoup trop de cours et j'arrivais pas à tout gérer parce que, bah, évidemment, il y a des choses que tu peux pas faire quand tu es aveugle, et il y a des choses qui te prennent beaucoup plus de temps. Et j'avais dit, bah, je vais faire mon année en 2 ans. Et j'ai dit bien à tout le monde, j'ai prévenu tous les gens à la fac que je pouvais prévenir que je faisais mon année en 2 ans. Et du coup, j'ai pas fait les cours les plus importants finalement, en me disant, bah, je les ferai du coup l'année prochaine. Et cette année, je me concentre sur tous les autres cours qui sont plus nombreux, mais qui est important aussi. Mais voilà, ça me laisserait l'année prochaine le loisir de me consacrer aux cours les plus importants. Et finalement, il se trouve que j'ai eu des bons résultats, des excellents résultats aux autres cours. Donc, j'avais 9 de moyenne. Et là, la fac m'a dit, ah ben du coup, comme tu as 9 de moyenne, oh, tu sais quoi, on va pas t'embêter et on va pas s'embêter nous, ça nous arrange, on va te donner ta licence et bye bye. Ouais. Donc déjà, ça a Donc, été... on te balance une petite licence comme ça, comme une purée. Bon, vas-y. Ouais, voilà, Juste c'est parce que t'es bon, vas-y, handicapé, quoi. t'es handicapé, on te donne ta Ouais. licence, un temps On est bien premier, gentil avec toi, quoi. voilà, on est sympa avec toi. Mais non, mais Agathe, t'inquiète pas, c'est pour être gentil. Bon, voilà. Et donc, j'ai dit après ça, bon, bah, moi, je vais aller quand même en master. Enfin, tu vois, j'étais Ouais. déjà sans dessus dessous, c'était très compliqué, mais j'ai dit, je vais quand même être prof de musique, donc je vais aller en master. Et on m'a dit, pour le master, pour être prof de musique, on m'a dit, non, écoute, soit c'est toi qui t'adaptes au master, soit nous, on fera absolument rien pour toi. Donc là, j'ai D'accord. dit, non, on va s'arrêter là. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais partir en master recherche, tant pis, c'est pas exactement ce que je voudrais faire, mais je vais rester dans la musique. Donc je prends une année sabbatique quand même pour me remettre de mes émotions, parce que avec tout ça, ben voilà, j'avais pris beaucoup de poids, c'était vraiment, je pleurais beaucoup, enfin c'était terrible. Finalement, je rentre je sais pas, le 20 septembre, admettons, en master 1, un master recherche, qui n'était pas le master que je voulais à la base, mais je me dis, moi, Oui. ça me fera rester dans la musique. Et là, j'arrive en cours. Et un professeur qui me regarde et qui me dit, ah non, mais t'es encore là, t'as toujours pas abandonné en fait. Et là, j'ai dit non, mais c'est bon. Alors, soit Agathe, t'es complètement maso de retourner là-dedans, soit tu t'écoutes là et tu fais ce qui est bon pour toi. Et là, j'ai dit stop, ça suffit. J'ai déjà mis 1 an à me relever. Je vais pas refaire 2 années de master pour qu'on te le donne au final et pour repartir dans ce cercle vicieux. Donc, j'ai fait un jour de cours le 20 septembre et je suis partie de là. J'ai dit à ma mère, bah maman, j'arrête le master. Quoi? T'arrêtes le master? Bah, ça a été vraiment Ouais, absolument terrible. c'était un choc Et là, pour j'ai les parents. réfléchi à ce que je voulais faire finalement, et je me suis dit que c'était pas du tout normal qu'une personne handicapée n'ait pas le droit ni le choix de ce qu'elle voulait faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai dévié. Voilà. Justement, avant d'aller dans cette déviation-là, j'aimerais déjà que tu nous expliques, tu nous parles un peu comment a été ton enfance à l'école. Est-ce que tu as fait une école adaptée? Est-ce que tu as fait une école ordinaire? Comment ça s'est passé dès le bas âge? Moi, j'ai fait tout ordinaire.
D'accord. C'est-à-dire que mes parents, quand ils ont su que j'étais aveugle, ils ont dit, «Nous, on veut que notre fille, elle soit la plus autonome possible et on veut qu'elle ait une vie, alors c'est quoi la norme? C'est toujours pareil, mais qu'elle ait une vie normale, quoi». Oui. J'avais déjà un grand frère et une grande sœur, qui étaient scolarisés, qui étaient en crèche et scolarisés, dans les écoles de quartier, parce que Mmh. mon frère n'a que 18 mois de plus que moi. Mes Sans parents, handicap, ils ont un handicap ou pas? non, ils Non. ont pas de Mmh. handicap, je suis D'accord. la seule de ma famille. Handicap visuel, d'accord. Mmh. Voilà, il y en a zéro dans la famille, vraiment, c'était la surprise, hein. Il y a personne, qui est en situation D'accord. de handicap. Bah, mes parents sont arrivés à la crèche. En fait, dès mes 4 mois, j'ai été suivie par le centre de l'Estrade, le centre Cival l'Estrade aujourd'hui, qui a une unité pour les petits, de 0 à 3 ans. Et quand je suis arrivée là, ma mère a dit: «Bah, je veux que ma fille, elle aille en crèche», et ils ont dit: «OK». Et ils sont allés voir la crèche là-bas, qui a dit: «Ah non, non, mais nous, on peut pas accueillir, une enfant en situation de handicap, c'est pas possible, on sait pas comment faire», et cetera. Et là, j'ai eu une chance fabuleuse, c'est qu'il y a un reportage qui est passé, parce qu'on était en 95, hein, donc c'était pas obligatoire encore l'inclusion à l'époque. Et Oui. là, il y a un reportage qui est passé, et sur, des, bébés justement inclus dans des crèches, et mes parents sont revenus le lendemain, ils ont dit: «Bah, écoutez, finalement, on a vu ce reportage, on veut bien prendre votre fille en crèche, en plus on aura encore votre fils, donc il la connaîtra et ça sera bien». Et donc je suis rentrée en crèche, bah, comme un bébé, tout à fait normal. Et à partir de là, j'ai fait une maternelle, normale, la maternelle de quartier, le primaire, le collège, un lycée tout à fait normal. Et j'ai finalement été suivie, d'abord par l'Estrade, puis par l'Institut des jeunes aveugles. J'avais l'école normale et puis j'avais quelques cours à côté de leur part, bah, de la locomotion, de l'aide à la vie journalière, Oui. voilà, du soutien en maths quand c'était trop difficile, en français si jamais il fallait. Enfin voilà, j'ai été toujours, en milieu, ordinaire finalement. D'accord. Voilà. Et tu as eu des difficultés, par rapport aux jeunes, voyants, hein, ou des jeunes valides qui ne connaissent pas le handicap? Est-ce que ça a été, facile à gérer? Bon, tu avais ton frère à côté de toi. Est-ce qu'il te défendait, je pense, hein? Je sais pas. Ah, Dis-moi un peu. en fait, Ouais. j'ai toujours eu un sacré caractère et Oui. si tu veux, je me suis fait insulter une fois de sale aveugle quand j'avais 11 ans. Alors moi, maternelle, primaire, j'avais conscience que j'étais aveugle, mais Mmh. j'avais pas la conscience que ça pouvait être un dérangement, pour les D'accord. autres, ni même une vraie différence, en fait, comme j'ai toujours été en milieu ordinaire. Et même encore aujourd'hui, quand je suis avec des aveugles, ça m'arrive des fois d'oublier complètement que je suis avec des Mmh. gens, des personnes aveugles. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi, Oui. et je suis arrivée au collège et je sais pas, une semaine après, tu en as un qui m'a dit: «Ouais, espèce de sale aveugle». Bah, moi, je l'ai regardé et j'ai dit: «Bah, pourquoi moi je suis sale?» Bah, dans ce cas-là, je sais pas, tu es un sale voyant, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que je te dise? Pas mal, pas Enfin, mal, pas mal, bien voilà. envoyé. Et donc je suis allée voir ma mère, je dis: «Maman m'a traité de sale aveugle, enfin quand même, je comprends pas et tout». Elle m'a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient un peu bêtes et que, bah, malheureusement, il allait falloir que j'apprenne à me défendre. Alors je dis pas que D'accord. ça a été facile tout le temps, hein, mais Oui, je pense. voilà, j'ai eu des périodes difficiles, notamment, «Ah non, mais je veux pas sortir avec toi parce que tu es aveugle», enfin des trucs assez horribles comme Mmh. sont les ados, quoi. Globalement, j'ai toujours su m'entourer, puis j'ai toujours su me défendre, et puis ce gars-là, là, qui m'a dit: «Je veux pas sortir avec toi parce que tu es aveugle», j'ai envoyé mon frère, et puis il a moins fait le malin, quoi. Voilà. Et là, mon frère m'a dit: «Écoute, j'espère qu'il a pas de frère encore plus grand que moi, parce que sinon c'est moi qui me fais casser la gueule, donc on va s'arrêter là, hein». Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, Voilà. mais donc, mais je pense que déjà quand je t'entends, je vois qu'il y a un sacré caractère derrière qui se cache dans la voix et c'est clair que je pense qu'après ça s'est passé normalement, non? Oui. Ouais, voilà, voilà. En fait, tu sais, c'est plus les adultes qui m'ont posé problème que les Ouais. enfants. Parce Mmh. que je suis quelqu'un d'hyper sociable, tu vois, ça me dérange pas de parler, de faire connaissance, j'adore ça. Et Oui. finalement, c'est plus les a priori des adultes qui m'ont posé problème. Tu vois, genre, le premier cours de techno où le prof me dit: «Ah non, mais moi je veux pas d'handicapé, tu vas dans le couloir». Là, ça Waouh! devenait compliqué. Ah ouais, Mais c'est clair, c'est clair. sinon, non, ça va. Le lycée, la fac, Ouais. musicologie, voilà, toute l'histoire. Qu'est-ce qui t'a fait basculer justement dans ce que tu fais aujourd'hui? Bah, écoute, je suis arrivée, après cette journée donc de master, hein, cette Mmh. année qui s'est transformée en journée, et Oui. j'ai dit: «Écoute, qu'est-ce que tu veux faire?» Et à l'époque, j'étais triste mais sans l'être, parce que finalement je me suis sentie soulagée d'être débarrassée de la fac du Mirail, c'était fini là, ça y est. Et j'ai dit: «Bah, moi j'ai envie d'aider les autres finalement, et je trouve pas ça normal qu'en tant qu'handicapé, on puisse pas avoir le droit ni le choix de faire ce qu'on veut faire, et surtout je trouve pas normal qu'il y ait, peu d'accompagnants, et je vois pas pourquoi si on était handicapé, on n'accompagnerait pas, nous-mêmes des personnes handicapées». Très Et bien. alors là, je me suis posé 36 questions. Est-ce que c'est possible d'être éduque et aveugle? Et alors, partout, à toutes les portes où je frappais, on me disait: «Non,
ça va pas ou quoi? Enfin, vraiment, vous avez des projets, finissez accordeur de piano comme tous les aveugles ou kiné ou rempailleur de chaises, quoi. Ben ouais, mais sauf que non, moi j'ai pas envie. J'ai fini par appeler mon école, là où j'ai fait mes études d'éduc, et je suis tombée sur une dame et que j'ai eu en prof qui est extraordinaire et qui m'a dit, mais écoute Agathe, elle me connaissait pas, hein. Elle m'a dit, mais tu veux être kiné ou accordeur de piano? J'ai dit non. Bah alors il serait peut-être temps que tu fasses ce que tu as envie de faire et que tu t'écoutes, et si tu as envie d'être éduc, et bah passe les concours. Il y a zéro raison pour que tu sois pas éduc parce que tu es aveugle, tu trouveras toujours des solutions. Mais sans me connaître, hein. Mais Mhm. vraiment un truc Mhm. extraordinaire. Ouais, Et ouais. j'ai dit, mais elle a tellement raison, cette dame. Et puisque c'est comme ça, je vais passer mon concours dans son école. Et donc, j'ai passé les deux concours de Toulouse, donc celui-là et l'autre concours, j'ai eu les deux. J'ai choisi mon école et à partir de là, j'ai commencé mes études donc il y a 2 ans pour être éduc. Pendant cette période d'apprentissage, quel était le regard de tes camarades ou des collègues? Je pense qu'il y a eu beaucoup de doutes de ma part quand même, mine de Oui, rien. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix d'être éduque? Et je pense que ça s'est ressenti. Et oui, du coup, il y a eu et des regards tout à fait normaux. Il y a eu des personnes hyper bienveillantes. Vraiment, je me suis fait un groupe d'amis extraordinaire là-bas. d'accord. Et puis, il y a eu des regards un peu plus compliqués du style: «Je comprends pas pourquoi tu es aveugle et éduque, c'est de toi dont on est censé s'occuper». Voilà, donc ça a été compliqué à gérer. J'ai pas passé les 2 années les plus évidentes de ma vie non plus. Je savais en arrivant là que ça allait pas être évident, de toute manière. J'en suis sortie indemne, j'ai pas pris 23 kilos cette fois-ci, donc ça Mhm, va. mhm, mhm. Tu avais un challenge personnel en fait. Voilà, c'est ça, c'était vraiment un challenge personnel Mhm, et c'était un challenge pour tout le monde, je pense. Pour moi, pour les profs, là où j'ai fait mes stages, c'était des challenges aussi. Ça a été, et même pour les élèves finalement, travailler en groupe avec moi, j'ai découvert plein de choses sur le tas, des choses que j'arrivais à faire, des choses que j'arrivais pas à faire. Il a fallu se réadapter sans cesse et mhm. c'est ça qui a été le plus dur. D'accord. C'est ça qui était vraiment difficile, Oui. de s'adapter tout le temps, à des nouvelles choses en fait. Parce que, Bah, là, j'ai plus de centre derrière moi. Aujourd'hui, ouais, ouais. j'ai fait ces études, je suis arrivée toute seule, avec mon braille sense et ma canne blanche, et j'ai dit: «OK, moi je suis là maintenant, on y va quoi». Ouais. J'ai plus de centre derrière moi, donc j'avais plus de moyens de faire des transcriptions, j'ai plus de moyens, d'avoir, des choses adaptées. Il a fallu que je m'adapte seule quoi, Ouais, et ouais. voilà. Mais pendant les stages, comment ça se passait? Alors j'ai fait un premier stage, qui était un peu cata, adapter un stage de 8 semaines pour une aveugle, Oui, ça intéresse personne, oui. voilà. Et une aveugle éduque, ben, tu sais, même chez les éduques, c'est compliqué à accepter. Mhm, Donc ça a été très compliqué. J'ai trouvé un stage finalement avec des mineurs non accompagnés, des migrants qui viennent de différents pays, surtout des pays d'Afrique, et qui arrivent à Toulouse, enfin qui arrivent en France, qui sont tout seuls. Donc moi j'ai fait un premier stage avec eux et oui. qui a été très compliqué parce que c'est des personnes qui parlent pas du tout français, donc qui Mhm. parlent par geste. Donc moi parler par geste avec des gens, bah, Ouais, je veux bien, mais compliqué, tout à fait. ça devient compliqué. Et surtout, c'était un stage épuisant parce que c'était une association qui était en train de se monter. On faisait du 9h-22h, il fallait retourner le lendemain à 9h et c'était une fatigue, c'était beaucoup trop intense. Donc Mhm, c'était un stage hyper intéressant avec le recul. J'ai pu apprendre plein de choses, faire plein de connaissances, mais c'est vraiment pas l'endroit où j'ai envie de travailler. mhm. Et par contre, mon deuxième stage, écoute, je l'ai fait en centre d'accueil médico-social précoce. C'est un endroit qui accueille des enfants psychiques ou des déficiences intellectuelles, donc tout ce qui est Mhm. autisme, trisomie, de 0 à 6 ans, et qui accompagne donc ces enfants et leurs familles. Et là, ça a été super. En fait, c'est les profs qui ont démarché pour moi pour ce stage. Ils étaient OK. Eux, ils ont réfléchi à comment m'accueillir, ils ont réfléchi à ce que je pouvais leur apporter, et ils ont réfléchi à ce que eux ils pouvaient m'apporter. Vraiment, j'ai adoré. J'ai été accueillie comme si de rien n'était en fait. Mhm, J'ai mhm. pu monter un stage autour de la musique avec eux, pour renouer les interactions entre parents et enfants. J'ai écrit, des comptines où j'ai pu chanter pour les enfants et pour les parents. J'ai vraiment pu, mettre, bah, ma sensorialité aussi, bah, parce qu'on a tous, une manière différente de servir de nos sens, je pense, en tant que déficient visuel. Mhm. Et ça a vachement servi pour les enfants, même pour moi, j'ai découvert des choses avec eux, observer à ma manière, parce que nous, on n'observe pas avec la vision, par contre, on observe en écoutant. Grâce à mes écoutilles bien développées, j'ai pu comprendre certaines situations qui étaient difficiles à comprendre pour d'autres. Il y a eu des moments difficiles, hein, bien sûr, il y a toujours des moments difficiles. Globalement, j'ai été hyper bien accueillie et j'ai adoré ce stage, vraiment. Et ça m'a permis d'aller au bout de mon diplôme. Aujourd'hui, en plus de cette formation d'éduc, j'ai fait une formation à côté pour être vraiment accompagnante en parentalité. Parce que je me suis aperçue qu'on accompagnait beaucoup les enfants et finalement très peu les parents. Et moi-même, si tu pars du principe que je suis déficiente visuelle, m'occuper d'enfants toute seule, c'est quand même un sacré défi, un sacré challenge, très fatigant à long terme de s'occuper, d'avoir des enfants avec soi tout le temps. Et de Mhm. s'en occuper, c'est quand même pas évident. Tu peux pas surveiller tous leurs moindres faits et gestes, etc. J'avais vraiment envie d'accompagner les parents. Voilà, on est face à des situations qui sont compliquées, des parents qui découvrent le handicap de leur enfant, des parents qui découvrent que leur quotidien est changé, qui n'ont pas la parentalité qu'ils pensaient avoir finalement, et qui se posent mille questions par rapport à comment faire. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que mon enfant s'épanouit avec son handicap, est-ce qu'il s'épanouit pas. Et finalement, bah, ces parents, ils ont peu de soutien et ils en ont besoin. Moi, j'ai décidé, là, en faisant cette formation d'accompagnante en parentalité,
d'être un soutien pour ses parents. Donc là, t'es en train d'ouvrir un cabinet ou Ouais, comment tu fais alors du moi coaching? Ouais. j'ouvre mon entreprise, donc vraiment Mmh. d'accompagnement parentalité. Mmh. C'est pas un cabinet parce que, je pense qu'il y a beaucoup plus que des parents à Toulouse qui ont envie de se faire accompagner, donc ça va être Oui, des accompagnements à à distance. distance, super, ouais, Voilà, très donc bien en fait, pensé, c'est des ouais. accompagnements, je suis en train de créer des offres et cetera. Enfin, elles sont Mmh. créées, en fait, Mmh. elles sont disponibles, voilà, mais je suis en train, de les peaufiner et vraiment de me rapprocher le plus possible des besoins des parents pour créer une offre qui leur convienne, une première sur 3 mois et puis ceux qui veulent continuer, sur 6 mois. Donc c'est quelque chose de ponctuel parce que mon but, c'est qu'il y ait du changement dans les familles. Parce que j'ai peur que, faire des séances, individuelles comme chez un psy, finalement, tu peux rester là et jamais avoir de changement. Moi, mon but, c'est Oui, qu'il y ait un début et c'est qu'il y ait une fin tout à fait. et c'est que le parent, il puisse changer, il puisse, améliorer son quotidien et pouvoir s'apaiser. Très bien pensé, très bien pensé. Les parents, quel est le retour des parents? Comment quand on contacte une, non-voyante qui va nous accompagner avec un problème que nous pensons être un problème? Parce que forcément, pour un parent, avoir un enfant handicapé, pour lui, il pense que c'est un problème et c'est souvent l'enfant handicapé qui soigne les parents justement, c'est ce qui se passe souvent. Mais comment les parents, quand ils te rencontrent, quel est leur, ressenti? Bah, ça dépend en fait. Tu as de Mmh. tout, ça dépend. Tu as, des parents qui se disent que, bah, justement, c'est une lueur d'espoir pour eux de se dire que, Mmh. en tant qu'handicapé, tu peux faire beaucoup de choses. Oui. Et tu peux même aider d'autres personnes handicapées au final. Il y en a d'autres pour qui, c'est impensable, mais c'est leur choix aussi Mmh. et je peux pas convenir à tout le monde, donc ça tombe bien, ça fait un premier tri, voilà. Ouais. Il y en a pour qui, c'est compliqué au début et puis qui se disent: «Bah, on va lui laisser sa chance» et qui au final, réalisent: «Bah, oui, il y a pas de problème, quoi». Mmh mh. Mmh. Chacun a ses conceptions et sa vision du monde. Dans la profession, comment tu as accueilli des collègues qui font le même travail que toi? Alors avec les accompagnants en parentalité, surtout que Mmh. moi je suis un peu dans la parentalité dite, positive, Oui. bienveillante, dans l'empathie et cetera. Mmh mh. Donc dans ce milieu-là, vraiment, j'ai aucun problème. Ouais, Aucun d'accord. problème parce qu'il y a peu de personnes qui font mon métier dans la parentalité dite Mmh mh. positive et cetera. Si, il y a une dame, maintenant que j'ai rencontrée qui fait, la même chose que moi, qui Mmh accompagne mh. des parents d'enfants en situation de handicap Mmh mh. avec une parentalité un peu alternative, mais on est 2, tu vois? C'est très peu finalement et c'est toujours pareil, tu peux être, aveugle, ça peut être un problème pour quelqu'un. Si, j'avais un bras en moins, ce serait aussi un problème et puis peut-être Mmh. que si j'étais blonde, ça poserait d'autres problèmes à d'autres parents parce qu'ils se Mmh. diraient, «Elle est trop jolie pour être accompagnante en parentalité». Enfin, tu vois? Donc finalement, finalement, ce problème, il est intéressant, mais je pense qu'il a pas tellement de sens parce qu'au final, tu vas pour la personne, tu vas pas la voir parce qu'elle y va ou parce qu'elle y va pas, tu vois? Si je peux apporter quelque chose à un parent, bah, qu'il vienne me voir et on verra ensemble, si je peux l'accompagner. Par contre, s'il sent que, bah, lui, il se sent pas prêt à être accompagné dans sa parentalité, que c'est pas un besoin pour lui, bah, tant mieux pour lui et dans ce cas-là, il a pas besoin de moi. Donc Ouais, c'est aussi chacun sa responsabilité de se dire: «Est-ce que j'ai un problème, oui ou non?» Cette personne, elle peut être qualifiée, elle est aveugle, OK, mais est-ce que ça finalement ça change vraiment quelque chose? Alors être aveugle, oui, ça change que, effectivement, j'ai cette vision des institutions, en tant qu'enfant handicapé et j'ai cette vision de l'institution en tant qu'éduc. Bah, moi, je suis quelqu'un de résilient qui ai pu, faire de mon handicap une force parce que c'est le cas. Moi, je considère que si j'étais pas handicapée, je serais pas la même personne et tant mieux, que je sois handicapée aujourd'hui et que j'en sois là. C'est ce que ça m'apporte en plus. Par contre, les compétences que j'ai en tant qu'accompagnante en parentalité et en tant que monitrice éducatrice, mais elles ont rien à voir avec ma déficience visuelle. mmh mh. Tout à fait, tout à fait. J'adore ce que tu dis, j'adore ce que tu dis parce que, habituellement, ce qu'on voit dans ce milieu, dans cet écosystème-là des accompagnatrices ou accompagnateurs, Mmh, de parentalité, de parents, d'enfants handicapés, on voit habituellement des personnes voyantes. ouais. On rencontre habituellement des personnes qui on va pas dire qu'ils sont pas concernés par le handicap. Ils ont quand même fait des études, des longues études pour ça, enfin longues ou moins longues, mais aussi, il peut y avoir aussi des enfants handicapés et c'est pour ça qu'ils se sont lancés dans la Bah oui. profession. Mais Mmh, toi, tu es vraiment dans cette approche où tu en fait, tu as été le médicament de tes parents, quelque part et aussi quelque part aussi, tu as une vision à 360 degrés étant un enfant et qui accompagne les parents mmh. pour les bonnes pratiques, qu'on va dire, comme on peut dire, ou les bonnes façons d'avoir une relation entre parents et enfants handicapés. Je rencontre beaucoup de parents, hein, je rencontre beaucoup de parents d'enfants handicapés. Avec ce que je fais, les interviews et autres, ou les projets que je mets en place, je me rends compte vraiment que les parents découvrent leurs enfants, qui sont capables de faire énormément de choses, mais souvent ils Ouais. n'y croient pas. Et ce que tu apportes est vraiment, ça mérite beaucoup d'admiration et vraiment bravo d'avoir pensé à ça. Mais
Il y a quelque chose qui m'interpelle, mais quelle est cette motivation, quelle est cette conviction que tu peux? Ça vient des parents, de la famille? Tu viens de donner la réponse. La D'accord. motivation, elle vient du Mmh fait que, quand j'avais 6 mois, alors moi, je m'en souviens pas directement. Ma mère, elle était, évidemment assez déprimée du fait d'avoir un enfant en situation de handicap mh. et elle me tenait dans ses bras et elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, ma petite Agathe? Comment on va faire?» Et là, apparemment, je lui ai souri, un sourire qui voulait dire quelque chose. Elle a compris ce sourire, elle a dit: «Mais en fait, je sais, c'est toi qui vas m'apprendre». Et Super. là, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit Ouais. arrivée dans ma vie. Mmh. Ah beh, c'est génial. Parce qu'à partir de là, j'ai été écoutée par mes parents Mmh. et j'ai été accompagnée vraiment à faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que quand j'ai eu 18 ans et que j'ai dit: «Je veux me casser de la maison, j'en peux plus de vous», ma mère m'a dit: «Bah, OK, si tu Ouais. as besoin de partir, tu as besoin de partir», et j'ai pris un appartement et je suis partie. Mes parents, en se battant pour moi, en se battant, parce que moi j'avais des convictions et parce qu'eux avaient des convictions, et en m'écoutant, finalement, ils m'ont refilé cette espèce de virus du combat en se Mmh. disant et en me montrant qu'en fait tout était possible, si tu veux. Et en fait, ça a été se battre des fois contre des moulins à vent, mais finalement, ça en est toujours sorti. Mmh. Il y a pas de raison qu'aujourd'hui je m'en sorte pas, dans ce que j'ai envie de faire. Parce que j'y crois, parce que je pense que c'est un métier nécessaire aujourd'hui, un métier qui est, trop peu inexistant. C'est comme une mission finalement. Ouais, Ma mission aujourd'hui, c'est ouais, d'accompagner les parents d'enfants en situation de handicap à retrouver un quotidien apaisé. Et moi, ben, challenge accepted, j'ai envie de te dire, tu vois? ouais. C'est une mission qui me plaît, c'est une mission qui pour laquelle je suis Tu contente de me passionné, lever le ouais. matin, et il y a pas de raison que ça marche pas à partir de ce moment-là. Extraordinaire, extraordinaire. J'adore ton discours. À Toulouse, comment, le handicap visuel est perçu? Ça va, c'est adapté? La ville, les Franchement, oui. collectivités, ils gèrent bien? Ouais. La ville, elle est plutôt bien adaptée. Globalement, on a des feux sonores, on a des passages piétons quand même adaptés. Le métro, il parle, les bus, ils parlent. Enfin, les transports en commun, c'est vraiment bien fait. Mmh. Au niveau de la gare, ils ont fait des gros efforts aussi. Mmh. Après, par exemple, si tu parles de la fac du Mirail, au-delà de l'accessibilité des cours, hein, pour aller d'un bâtiment à un autre, quand tu es aveugle, tu peux, hein, mais Mmh. franchement, faut être bien accroché, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Donc il y a des trucs adaptés, il y a des trucs pas adaptés. Après, le handicap à Toulouse, j'ai l'impression quand même globalement qu'il est assez bien perçu. On est quand même bien aidés. Enfin, je suis désolée pour le mot, mais tu as toujours des cons. Enfin, voilà, tu en as Ça peut toujours un arriver, qui va te ça peut dire: «Non, arriver, non, j'ai pas envie de vous aider», quoi, voilà, ça peut comme arriver, ouais. partout. Globalement, le handicap est quand même assez bien perçu et on est assez nombreux, mine de rien, sur Toulouse. Ça fait que finalement, les gens sont assez habitués à avoir des aveugles dans la rue, parce ouais, on a un certain nombre. Bah, je t'ai pas posé la question pour rien parce que Toulouse, j'étais à Toulouse, 2 fois, on va dire. Ouais, Une fois par rapport à quand on avait sorti les filles Baïkal après la Sibérie, on a fait une tournée, on était au Muséum, où on était accueillis là-bas à un festival. ouais. Et c'est vrai qu'on avait vraiment eu cette perception où le handicap était très bien accueilli. Et Mmh. il y avait une adaptation qui était là, qui sont même dans le musée, on le voyait. Et Oui. vraiment, les gens étaient très bienveillants. Nicolas, qui était vice-président de Vue d'ensemble à l'époque, est reparti parce qu'il y avait eu un projet avec Airbus. Et c'est vraiment, je t'avoue que j'ai un très très beau souvenir de Toulouse. D'ailleurs, Ouais, mais tu vois, il y ouais, a de quoi faire. On a par ouais, exemple le ouais. CETEB à Toulouse, le Centre de Mmh. transcription et d'édition en braille, Exactement, bah, c'est à oui. Toulouse. Quand ils voient qu'il y a un truc qui est pas fait, ils hésitent pas à aller, dans les bus et dire: «Bah, là, il y a pas le bouton stop dans votre bus, nous, on peut faire Mmh. ça, quoi». Mmh. Et rien que ça, c'est bête, mais d'avoir le bouton stop sur le bus, que tu sais vraiment que c'est ce bouton, ou Mmh. d'avoir, les boutons sur les cabines d'ascenseur, bah, c'est génial. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'évolution? On va dire, Toulouse, on voit bien que ça se passe bien là-bas. Il y a des villes où ça se passe pas forcément bien, hein. Mmh. Est-ce que tu vois qu'il y a une vraie prise de conscience de la population au niveau du handicap? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement? Il y a quelque chose qui se passe? C'est à nous, en tant que personnes handicapées, d'être acteurs du changement. Mais Mmh. à la fois, je pense que c'est aussi très décourageant. Oui, oui, Parce oui. que, toi, tu as l'impression de faire plein de choses, pour que ça avance. Au final, ça avance pas. Moi, j'aime bien cette image du colibri, tu sais, le colibri, Oui, il y a oui, un ouais, ouais, incendie, voilà, ouais. où il apporte sa goutte d'eau. Je pense que toute la France devrait te connaître parce que Mais le monde, tant qu'on y est! le monde aussi, bien évidemment, parce que tu touches un problème très sensible, les Mmh, parents d'enfants handicapés. C'est ouais, un accompagnement difficile, compliqué. Il est difficile parce que c'est les parents qui sont c'est souvent ça. dans ces situations de perte, ils sont perdus. Mais les Mmh. enfants, mais qu'est-ce qu'ils ont de potentiel? Mais ouais, Mais et puis mais c'est si les parents, c'est les premiers piliers des enfants. ouais, Si tu as exactement. ton parent qui est moins perdu, Mmh mh. mais l'enfant déjà qu'il a des ressources pour s'épanouir, là, il doit développer ses ressources pour s'épanouir parce que Oui. ses parents, des fois, ils sont à terre, il faut dire ce Mmh. qui est. C'est Mais vrai. si son parent, il est plus à terre et qu'il est debout, tu imagines ce qu'il peut faire l'enfant en Ah, situation de bah handicap? oui, bah oui, bah oui. Regarde la preuve, on a la preuve devant nous à l'écran, toi. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à des malvoyants, non-voyants, de Toulouse d'ailleurs, qui, veulent se lancer et qui ont peur de sortir de leur zone de confort, de bouger? Quelle motivation pourrais-tu leur apporter? Mais vivez vos rêves, franchement.
Vous avez quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, mais faites-le. Vous posez pas la question de est-ce que comme je suis aveugle, je peux le faire ou je peux pas le faire. Ça a aucun sens comme question. Faites ce que vous avez envie de faire et faites ce en quoi vous croyez. Si vous trouvez la mission de votre vie, si vous savez qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, mais faites-le. Et franchement, si votre mission c'est de profiter de votre PCH et de votre AH pour voyager, mais voyagez, je sais pas, faites-vous plaisir, tu vois. Enfin, franchement, J'avais jamais entendu celle-là, elle est non, magnifique, mais elle est c'est vrai, magnifique, elle est magnifique. parce que t'assumes pas et au final J'adore, tu restes j'adore. chez toi, mais ça a aucun sens. Fais-toi plaisir. On n'est pas dans la vie là pour souffrir. C'est pas parce qu'on est aveugle qu'on est là pour souffrir. Ça Ouais, peut être une chance d'être handicapé visuel. On a une autre façon de voir le monde. tout à On a fait. une autre façon de voir les choses et on les voit à notre manière. Ok, vous êtes peut-être pas la personne que vous pensiez être, enfin que vous souhaiteriez être, mais il y a aucun, aucune raison pour que tu sois pas cette personne que tu souhaites être. Si tu te donnes les moyens, ben, tu le sauras. Et puis c'est tout. Vis tes rêves, quoi. J'en connais qui ont envie Mm. et qui sont en train voilà, de se poser des questions pour le faire. Après, des démarches entrepreneuriales, je sais pas. Après, Mm. oui, il y a pas que des déficients visuels encroutés dans leur canapé. Je pense encore qu'il y en a trop peu et qu'on est beaucoup trop à se Mhm. plaindre, à Ouais. dire qu'on n'a pas assez, à dire oh là là, mais on va peut-être nous supprimer notre PCH, c'est un drame. Ouais, mais pour l'instant, tu l'as ta PCH, donc profites-en pour faire ce que tu as envie de faire, quoi. Exactement, Voilà. exactement. Et qu'est-ce que toi tu penses de la chaîne DV Lancez-vous? Comment tu l'as découverte déjà? Moi, j'ai découvert via. En fait, j'ai une association, mais qui est un peu morte. Mais bon, pour ceux qui veulent m'aider à la faire revivre sur Toulouse, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle Ça va brailler. Mhm. Parce que nous, on écrit en braille et on gueule, donc on braille. Voilà, donc ça Pas va mal, brailler. pas mal, pas mal le Et mot. à la base, c'était justement pour l'accessibilité de la ville de Toulouse. Bah, en montant mon association, j'ai découvert la page des Lancez-vous. Moi, j'aime beaucoup parce que bah, tu es là pour nous motiver aussi. Et moi, c'est grâce à toi que j'ai trouvé le terme sortir de sa zone de confort, justement. Ah, Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, mais c'est un truc, ça, c'est un sacré concept, j'aime trop. mhm. Et c'était à une époque bah, où ça me parlait, justement. Je crois que c'était Tu fais 2015 partie ça. de l'éco. Ouais, je crois, ouais. Donc tu fais partie de l'écosystème qui m'a motivée aussi, quoi. Tu Ah, vois, finalement. merci, merci, merci. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai lancé DV Lancez-vous, j'écrivais beaucoup d'articles. J'ai commencé en 2014, Ouais. 2014-2015. Ouais, j'avais pas le temps de faire des vidéos, mais après, je me suis dit, tiens, il faut peut-être changer de façon de faire. Et là, je vois que ça marche. Selon toi, qu'est-ce que on pourrait apporter? Quels conseils pourrais-tu donner à DV Lancez-vous pour pouvoir développer le concept, une particularité? Dis-moi, parce que moi j'ai déjà une idée à te partager, mais je vais d'abord avoir ton point de vue. Je sais pas. Écoute, moi, je pense que tu pourrais reprendre quand même un peu les écrits, Oui, ne serait-ce qu'un petit peu parce que ça apporte une dimension différente. c'est vrai. Et notamment pour les gens, tu vois, parce que je suis sûre, il y a plein de gens qui finalement regardent pas les vidéos jusqu'au bout Mhm. ou ne prennent pas le temps. Les deux sont complémentaires. Je dirais d'être plus présent peut-être sur des réseaux type Instagram parce que Mhm. finalement, bizarrement, on est de plus C'est en vrai, plus aveugles sur c'est ces vrai, réseaux. c'est vrai, c'est vrai. T'es pas la Et première qui me dit ça. voilà. Ouais. Et Que, ouais. je sais que bon, les réseaux, je connais un peu, tu vois, les réseaux, Mm. que ce soit YouTube, Facebook, Insta. Le truc, c'est que j'avais fait une enquête à l'époque, quand je me suis vraiment passionné des réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que les DV utilisent beaucoup Facebook et Instagram. Bon, Ouais. j'ai des amis non-voyants aventuriers ou malvoyants qui sont beaucoup d'Instagram pour les photos. Voilà. Comme aujourd'hui, Siri est bien développé. Tu peux faire tes photos toi-même, mais avec des voyages, ils font les photos. Et c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de DV commencent à aller vers Instagram. C'est Ouais. vrai que c'est quelque chose qui j'y pense. Ça fait, Franchement, ouais, parce j'y que pense. c'est de plus en plus accessible. Si Ouais, tu mets j'y pense. En plus, maintenant, tu peux décrire tes photos quoi, sur Oui, Instagram, tu vois. c'est vrai. Tu peux fais modifier le texte alternatif et ça décrit ta photo et c'est génial. Enfin, moi, j'adore ce réseau. Ouais. Je suis sur Instagram Mhm. pour mon activité et j'adore ça. Je trouve ça Mais, trop bien. mais tiens, avant que j'oublie, est-ce que tu peux déjà détailler un peu comment on te trouve? De toute façon, tout ça serait dans la barre de description. Mais comment le nom de ta boîte, le nom de Alors tous tes réseaux, comment te trouver, ton ma nom, boîte, etc. c'est Kid comme l'enfant en anglais, Kid je suis, parce que Oui. c'est Kid je suis, Kid je suis, c'est qui je suis en fait. Qui je suis en tant qu'enfant handicapé. Je suis un Mhm. enfant, mais je suis pas que handicapé. Oui. C'est qui je suis en tant que parent finalement d'enfant en situation de handicap, et c'est qui je suis moi en tant qu'ancienne enfant handicapé pour être maintenant adulte et accompagner les parents d'enfants handicapés. Donc c'est Kid, K-I-D, je et suis. Voilà, S-U-I-S. Il y a un Et site donc, si internet. pour Instagram, c'est kid-du-bas, je-du-bas, suis, donc le tiré du 8, là, l'underscore, Underscore, oui. ou le souligné, comme il dit VoiceOver.
Et sur Instagram, sur Facebook, c'est Kid Je suis, mais sans tirer. Il y a un numéro de téléphone ou comment te contacter ou tu Oui, donnes pas tout le à numéro de fait. téléphone alors? Oui, vous pouvez me contacter au 06 08 15 76 63. Tout ça, on va le mettre dans la description, au moins pour qu'on essaye de faire. Oui, Je vais partager de mon côté sur ouais. tous mes réseaux, je suis quand même pas mal suivi. Et ça, on va essayer de te faire connaître parce que toute la France devrait te connaître. Tous les parents d'EV devraient te connaître. Pardon, tous les parents d'enfants handicapés, pas que Eh d'EV, ouais. bien sûr, devraient te connaître. Et ce que je voulais souligner justement par rapport à ce que j'ai envie d'apporter de plus de ce que tu as dit sur DV Lancez-vous. C'est vrai que l'écrit, j'y penserai. Certains disent qu'il faut maintenant passer à la rencontre et tout ce qui est pas mal. Mais je pense que très bientôt, là, je vais organiser des directs. Vraiment, il y aura un échange où on pourra inviter 3-4 personnes, passer à des débats directs et faire des débats d'interaction. Eh Ouais. ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ce sera avec plaisir. Mais c'est une super idée. Ouais. En tout cas, Agathe, je te remercie d'avoir accepté de participer à DV Lancez-vous, à cette rubrique partage positif, parce que tu nous as vraiment apporté de la positivité pour cette petite émission d'aujourd'hui là. Et est-ce que tu as un dernier mot? Comme je le dis tout le temps, hein, vivez pour vous et pas pour les autres. Et vivez vos rêves. Voilà. Super, Vraiment. super, super. Merci Agathe et Merci à toi, Yves. je t'en prie, je te souhaite beaucoup de courage et de force pour ta mission que Merci tu as beaucoup. donnée. Et j'espère que tu vas gagner cette mission et je sais que tu vas la gagner parce que ça s'entend et Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. À très bientôt. À très bientôt.